Sud Radio, le débat de la semaine. Et pour en débattre, on retrouve nos deux éditorialistes, journalistes politiques du dimanche, comme j'aime le dire. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Ça va ? Oui, très bien. Très bien. J'ai la rade de Toulon en face de moi, ça peut pas être mieux. La quoi ? La rade de Toulon. Oh, très bien. Magnifique rade. Ah. Oui, dans le Var, vous connaissez Toulon. Bah bien sûr, forcément. Très belle ville. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence Garcia, bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. C'est quoi votre paysage à vous, là devant vous, là, Johan ? Ah bah alors là, je suis enfermé dans un chalet du côté de, pas très loin de Chamonix, à la Chapelle d'Abondance. Donc j'ai réussi à trouver du réseau pour être avec vous ce matin. C'est très bien, merci. Donc c'est la montagne mon paysage. Et ben voilà, on se balade sur Sud Radio. Alors, que pensez-vous, c'est le député Renaissance, Sacha Houlier, qui a donc déposé un texte en faveur de l'ouverture du droit de vote aux élections municipales à tous les étrangers hors Union européenne. Bon, a priori, ça n'a pas l'air de convaincre nos auditeurs. Gérald Darmanin s'est déjà dit fermement opposé à cette proposition. Franchement, bon, vieux sujet, ô combien polémique, on va en parler forcément. C'est pas un curieux timing de relancer ce débat en plein cœur de l'été, François-Olivier Gisbert ? Non, je pense que c'est quelqu'un qui veut se faire un peu de pub. Ah bon ? C'est totalement débile, évidemment, puisqu'il y a des urgences économiques, écologiques, on le voit. Et là, on va se mettre à parler de ça pendant des semaines. Non, mais c'est grotesque. C'est un truc, faut pas oublier que la gauche utilisait déjà sous Mitterrand pour faire monter le Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous vous souvenez ? D'ailleurs, ça marchait assez bien. Bon, là, simplement, je pense que c'est vrai que beaucoup de présidents ont dit dans le passé qu'ils étaient pour. Nicolas Sarkozy quand il était à l'intérieur, François Hollande. Enfin bon. Mitterrand en 81, c'était une promesse de campagne. Exactement, c'était le truc de Mitterrand pour faire monter les extrêmes, enfin plutôt l'extrême droite. Et surtout avant les élections, vous voyez. Puis après, évidemment, on ne le faisait pas. Je pense pas que la France soit encore prête. Je pense que le gros problème pour la France, c'est l'intégration, c'est l'assimilation. Je pense qu'on pourrait prendre d'ailleurs un peu exemple. Enfin, je vais encore me faire des amis sur l'Allemagne qui a accueilli en quelques mois près d'1 million de Syriens, et ça s'est bien passé. Pourquoi ça s'est bien passé ? Eh ben, c'est que quand ils arrivaient, ces immigrés, ils n'avaient pas tous les droits. Et ils avaient aussi des devoirs, et d'ailleurs on les envoyait ici, on les envoyait là pour leur trouver du boulot, on les obligeait aussi à apprendre l'allemand. Résultat, aux dernières élections, vous vous souvenez, l'an dernier, les dernières élections générales en Allemagne, eh ben, l'extrême droite et l'extrême gauche, on fait un gros bide. Voilà. Donc je pense qu'il y a des leçons à prendre à l'extérieur, et c'est pas évidemment en donnant encore un nouveau droit qu'on y arrivera. Il faut aussi installer des devoirs, et c'est comme ça parce que l'immigration, on peut pas être contre l'immigration comme le sont, je sais, beaucoup de gens. L'immigration, elle est nécessaire, simplement. Oui, elle n'est pas gérée en France, elle n'est absolument pas gérée, et ça c'est encore de la démagogie pure et simple qui ne réglera aucun problème. C'est la démagogie pure et simple pour vous aussi, Johan Gillet, ou pas ? Mais je sais pas, peut-être qu'il le fait notre député de bon cœur, mais si vous voulez, c'est compliqué parce que ce sont des questions en fait qui sont d'ordre philosophique aussi. Donc il y a plusieurs manières de prendre ça. Soit il y a la manière facile et populiste. Alors l'extrême droite vous dira si vous accordez le droit de vote aux étrangers, alors vous êtes un traître à la nation. L'extrême gauche vous dira que si vous ne le faites pas, vous êtes un fasciste. Et puis entre les deux, il y a des gens qui essaient de nuancer, de réfléchir à ces questions. C'est une vieille question, hein. Oui, bien sûr. Parce que déjà même dans la Constitution de 1793 qui a jamais été appliquée, 24 juin 1793, on en débattait, on l'avait inscrit tout étranger résident, je crois, depuis plus d'1 an dans... Pardon ? C'était la terreur, on était en pleine terreur. Oui, absolument, on était en pleine terreur, bien sûr. Ouais, c'était pas une période très sympathique de la Révolution française. Oui, non, on est tout à fait. Non, mais et puis tout à fait. Et puis c'était la Constitution montagnarde. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 1793 déjà, on se posait la question, effectivement, du droit de vote des étrangers, avec le fait d'accorder à un étranger qui est sur le sol français depuis plus d'1 an, qui travaille, qui a un métier, qui va payer ses impôts, etc., de lui accorder ce droit de vote. C'est une question complexe parce qu'on peut réfléchir avec le cœur et dire que ceux qui partagent notre quotidien dans une ville, par exemple dans une municipalité, et qui payent des impôts, auraient le droit et qui payent des impôts, c'est-à-dire qui ont déjà des devoirs, et qui exécutent ces devoirs, pourraient participer à l'organisation de la vie de la cité, à sa transformation visuelle, etc. Et en même temps, le fameux là pour le coup, et en même temps, que devient le concept de citoyenneté ?
si pour le coup il n'y a plus besoin d'être citoyen pour pouvoir voter. Donc c'est une vraie question qui effectivement échappe aux caricatures de l'extrême droite et de l'extrême gauche et qui mérite qu'on se pose la question sur ce que veut dire le terme de citoyenneté. À l'heure en plus où le consommateur est en train de triompher sur le citoyen, je pense effectivement que ça n'est pas la priorité et il y a aussi un contexte global. Regardez, nous sommes aujourd'hui dans une globalisation des idées, on le voit bien d'ailleurs les religions très intrusives, elles se fient bien des frontières. Elles oui, puis on parlera tout à l'heure de Salman Rushdie, forcément. On fera la passerelle, mais juste pour vous dire juste une dernière chose, c'est qu'on est aussi en contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et on voit bien que c'est un conflit qui est en train d'embarquer le monde entier, même si tout le monde essaie de pas trop mettre les pieds dedans. Et je pense qu'au moment où on devrait plutôt réaffirmer les valeurs de chaque État pour savoir d'où nous parlons, il faut faire attention à pas créer trop de confusion, et puis aussi à comprendre quelle est la population qui est sur notre territoire, la question aussi des cultures qui se côtoient, de quelles cultures sont majoritairement les étrangers qui sont sur notre sol, est-ce que ces 2 cultures, ces 3 cultures, ces 4 cultures sont compatibles? Ce sont des questions qui se posent sans passion et avec intérêt. Voilà. En même temps, François-Xavier Gisbert, vous disiez la France n'est pas prête, même si effectivement c'est un vieux débat. Effectivement, il y a 11 pays, là j'ai vérifié, 11 pays de l'Union européenne qui interdisent le vote des étrangers, dont l'Allemagne. Mais il y a aussi d'autres cas intéressants, parce qu'il faut évoluer aussi avec son temps. Le cas des pays scandinaves qui exigent entre 2 à 5 ans de résidence minimum. Et aux États-Unis, il est possible de voter sans la nationalité américaine, à part dans une dizaine de petites villes. On peut évoluer quand même depuis 1980, depuis Mitterrand, non? Cette question était absurde. Je dis qu'elle est absurde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement d'urgence, la situation est tellement compliquée, ça ressemble à un dérivatif, si vous voulez. Ça ressemble, on lance un petit truc, une sorte de pétard mouillé dans le débat politique pour essayer de parler d'autre chose. De toute façon, ça passera pas. Forcément. Mais bien sûr, tout ça, et il le sait très bien, le Sacha Houlier, là. Hollande le savait aussi. Tout ça est assez infantile et, je veux dire, pour moi, c'est vraiment le degré zéro de la politique, ça. On lance un truc, on sait que ça marchera pas, ça fait la une des journaux, on est interviewé, on se fait un petit nom. On divise les gens. On divise les gens. On divise les gens, tout ça est... la NUPES, en tout cas, elle a annoncé qu'elle voterait cette proposition, qui divise la Macronie. Évidemment. Mais je pense que de toute façon, c'est un vrai débat, bien sûr. Mais c'est pas comme ça, vous voyez très bien, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas le moment. C'est bête de parler comme ça, mais c'est un vrai sujet qu'on peut effectivement traiter et aborder. Mais dans les temps futurs, quand on aura enfin réussi, disons, à réinventer un vivre ensemble qui n'existe plus guère aujourd'hui. Oui, mais ça sera quand alors? Quand on aura... attendez. Le vrai problème, quand je vous parle, quand on aura réinventé un vivre ensemble, et qui essaye aujourd'hui de réinventer ce vivre ensemble? Moi, je vois pas. Je cherche dans la classe politique. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce plan. Et c'est pas juste par, on n'y arrivera pas par des dérivatifs. Je crois que c'est vraiment ça la seule réponse. On n'arrivera pas. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi cette espèce de petit débat qui, de toute façon, n'ira nulle part? Non, mais ça veut dire quoi? Non, mais ça en dit long sur la dégradation du débat politique et l'effondrement de la classe politique. C'est-à-dire, quand on en est là, je pense que vraiment, on a envie de tirer les rideaux. On a envie de tirer les rideaux. Tirer les rideaux, mais restez encore avec nous quelques instants, François-Xavier Gisbert et Yoann Gillet, et on passera à un autre sujet d'actu. Et forcément, on va revenir sur la tentative d'assassinat vendredi de l'écrivain Salman Rushdie, dont les nouvelles sont plutôt rassurantes. Espérons que ça dure. À tout de suite, il est 9h12. Sud Radio, le débat de la semaine. Et nous sommes toujours en compagnie des journalistes éditorialistes politiques François-Xavier Gisbert et Yoann Gillet. On va bien sûr revenir sur la tentative d'assassinat vendredi contre l'écrivain Salman Rushdie, dont a priori les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, même s'il est toujours hospitalisé, il n'est plus sous assistance respiratoire et a pu parler selon son agent. L'agresseur présumé chiite d'origine libanaise, Hadi Matar, 24 ans. On a appris que c'était un admirateur de l'ayatollah Khomeini qui avait lancé cette fameuse fatwa en 89, 33 ans, sachant qu'on imagine que l'agresseur d'abord il n'était pas né, qu'il n'a certainement pas forcément lu les versets sataniques. Qu'est-ce que ça dit 33 ans après l'islam radical et de la liberté d'expression pour vous, François-Xavier Gisbert? J'ai lu, pas plus tard que ce matin, un article absolument formidable de la journaliste Bari Weiss, journaliste américaine, qui avait été virée d'ailleurs du New York Times parce qu'elle n'était pas très politiquement correcte, et qui a un site qui marche très bien, qui s'appelle d'ailleurs Common Sense. Elle a écrit un grand article absolument formidable où elle dit,
On n'a pas écouté l'avertissement de Salman Rushdie, qui disait d'ailleurs, il y a déjà plusieurs années, au journal de l'Express, enfin il y a pas si longtemps, nous vivrons les heures les plus noires que j'ai jamais vécues. Pourquoi ? Eh ben, il parlait de la lâcheté de l'Occident, un peu sur le ton de Solzhenitsyn dans son célèbre discours, vous savez, de Harvard. Et il parlait aussi de la perte des valeurs. Et elle commence son grand article par cette, cette pensée que nous vivons dans une culture où les élites, ceux qui nous gouvernent, enfin, ou les sachants, entre guillemets, pensent que les mots sont la violence. En cela, d'ailleurs, ils pensent, dit-elle, exactement ces gens-là, comme les ayatollahs iraniens. Parce que les mots, ce n'est pas la violence. Et d'ailleurs, il faut bien voir que Salman Rushdie est un écrivain. Il est dans la tradition de Molière, de Voltaire. C'est quelqu'un qui aime les mots, qui s'amuse, qui en joue. Il n'y a pas de violence. Et si vous voulez, quand on doit répondre évidemment à la force ou à la violence par la violence, mais on ne répond pas aux mots par la violence. Et là, si vous voulez, ça montre un peu le niveau des islamistes radicaux aujourd'hui. Et c'est vrai que le fait que ce soit si longtemps après la publication des versets sataniques, et puis alors vous dites, il s'en sort, je sais pas, mais enfin bref. On ne sait pas pour l'instant. Un coup de couteau, bien coup sûr. dans l'œil, un coup qui a visiblement brisé un nerf dans le bras. Non, mais bien sûr. Enfin, il est sorti de l'assistance respiratoire. On n'en sait pas plus. Oui, bien sûr. Si vous voulez, il faut quand même qu'on réfléchisse à ce que nous sommes devenus. Parce que dans l'article de Barry-Weiss, vous voyez bien, elle raconte, voilà, les intellectuels, quand l'affaire est tombée il y a 33 ans, l'affaire des versets sataniques, ils étaient tous derrière Salman Rushdie. Et je vous rappelle, c'est un bon vivant, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une bonne bouille, de rigolo. Ce n'est pas un militant politique. C'est quelqu'un qui s'amuse et qui joue avec les mots, c'est un écrivain. Bien sûr, et ça, il faut le rappeler. Bien sûr. Et il y avait aussi un autre article assez passionnant de Salman Rushdie à Marianne en 2012 qui disait: nous sommes menacés par le renoncement. Estimant que c'est ça. Oui. Voilà, estimant que le chantage à l'islamophobie, je le cite, empêchait toute discussion sur l'islam. On a oublié ça 33 ans après. Yohann Gillet. Oui, nous nous sommes couchés. Nous ne sommes non pas couchés devant une religion, nous nous sommes couchés devant des pratiques intégristes. Alors ça peut être l'islam, ça peut être n'importe quelle religion, parce que je sais qu'aujourd'hui on essaie toujours de guetter le racisme qui se cache derrière chaque personne qui exerce un regard critique sur la religion. Je me fiche complètement du piège dans lequel on essaierait de m'enfermer intellectuellement pour me faire un chantage au racisme. Je me considère comme extrêmement tolérant, universaliste, et je ne veux pas qu'au nom de ma tolérance, je tolère l'intolérable. Donc ça devient de la bêtise. Hein. Si aujourd'hui, moi je trouve qu'on est passé du slogan à il est interdit d'interdire à il est interdit d'interdire les interdits. Vous savez, j'enseigne dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, dans certaines écoles, vous savez ce qu'on me dit ? Non. Surtout, Yohann, ne parle pas de religion et ne parle pas de politique. Ouais, autocensure. Parce que on a peur qu'il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, on va vous dire que c'est une minorité, que c'est un fou égaré qui, à un moment donné, va poignarder un tel. Enfin, un fou égaré. Oui, tout le monde ne passe pas à l'acte avec le couteau. Mais les milliers et milliers et milliers de personnes qui, au moment de la sortie de ce livre, étaient descendues dans la rue pour appeler à la mort de cet écrivain, ça représente un courant, entre guillemets, idéologique qui est considérable. Et bien que ces gens-là sachent que, en République, en France ici et partout de par le monde, ils ne feront pas baisser les yeux un certain nombre de républicains dont je suis, dont France et dont vous êtes, Laurence, et dont nous sommes, et que jamais la religion ne triomphera en essayant de nous faire peur avec des couteaux. Nous avons d'autres outils et d'autres armes aussi face à ces gens-là. Alors, Yohann Gillet, vous qui analysez beaucoup aussi les mots des politiques, comme vous d'ailleurs, François-Olivier Gisbert, hier, ce même micro, on avait le politologue Arnaud Benedetti. Lui, il regrette que le président Macron, dans son tweet, ne parle pas d'attentat islamiste ou de terrorisme islamisme, mais d'obscurantisme. Il fait le même reproche d'ailleurs aux députés LFI en disant il faut nommer le mal et le courant religieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? François-Olivier Gisbert, tiens. Alors, évidemment, il faut nommer le mal, et comme Camus nous l'a appris, bien sûr, il y a une célèbre phrase d'Albert Camus là-dessus, et c'est vrai que Macron ne l'a pas fait. Est-ce qu'il doit le faire à chaque fois ? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je crois que le vrai problème, c'est la présentation de cette affaire par certains médias. Allez, on va y aller là.
On peut appeler un chat un chat. Quoi ? Quand vous lisez par exemple sur l'AFP que Les Versets sataniques est un livre controversé, Oui, mais c'est vrai. c'est quoi cette bêtise, cette connerie, il faut bien dire les choses. Quand on entend sur France Info que Salman Rushdie est un écrivain controversé, mais c'est quoi ces gens-là? Mais de quel droit ils disent ça? Enfin, je veux dire, vous voyez, quand vous parliez de Salman Rushdie qui disait il y a un renoncement, oui. que je citais cette interview chez nos confrères l'Express, où il parlait de lâcheté, de perte des valeurs, voilà, là on y est en plein, voilà, il serait controversé, donc ce serait finalement lui le coupable. Enfin, on marche sur la tête. Ouais. Écrivain controversé, entre guillemets, dixit certains médias, le poids des mots. Oui, peut-être qu'ils devraient réfléchir un peu à ce qu'ils racontent ou ce qu'ils écrivent, ces gens-là. Ce n'est pas admissible. Oui. Controversé. Aujourd'hui, pour être controversé, il suffit de penser, en fait, de ne pas être dans une espèce d'écriture mielleuse. Aujourd'hui, on est de toute façon, il ne faut choquer personne. Donc, choquer personne, on ne sait pas où ça commence et où ça s'arrête. Donc, moi, je pense qu'il faut choquer tout le monde et que tout le monde apprenne, entre guillemets, à rire d'une situation, à débattre, à ne pas être d'accord. La controverse, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, s'il voulait rendre hommage à cet écrivain magnifique, ils lui ont rendu hommage parce que être un écrivain controversé, c'est ce qui peut arriver de mieux à un écrivain. C'est-à-dire qu'on n'a pas écrit quelque chose qui laisse indifférent. Ce sont effectivement des personnes qui aujourd'hui essaient derrière ces mots, il était controversé, de ne surtout pas eux se mettre du mauvais côté. Ils auraient trop peur d'être désignés eux-mêmes comme une cible. Il faut arrêter d'avoir peur d'être désignés comme une cible. Il faut un petit peu de courage, un petit peu de panache intellectuel. Bien sûr, les religions doivent être protégées, notamment en France, protégées par la République dans leur exercice de culte, de croyance. Et la meilleure manière de les protéger, c'est de faire en sorte que les religieux intégristes ne fassent pas de politique. Et si les religieux s'occupent de politique, la politique s'occupera des religieux qui font de la politique. Et moi, en tout cas, je sais que j'en serai. J'admire beaucoup Caroline Fourest pour son combat. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité. Eh bien, moi, je dis un grand chapeau. Tire un grand chapeau à Caroline Fourest, qui est une des chantres, entre guillemets, de ce combat. Et je la soutiens à 300%. On parlait du poids des mots, François-Olivier Gisbert. J'imagine que vous avez regardé aussi la une des médias iraniens conservateurs qui, eux, ont carrément félicité l'agresseur en écrivant bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui attaquait l'apostat et le vicieux Salman Rushdie. Ben oui, donc ça est abject. Et je veux dire, ça doit montrer simplement que cette affaire nous concerne tous. Elle nous concerne nous, Français. Et je veux dire, nous d'autant plus que Salman Rushdie, à mes yeux, est un écrivain, qui correspond tout à fait à l'esprit français. Mauvais esprit critique, et puis une certaine qualité, je dirais presque rabelaisienne, enfin il faut bien le voir, c'est un personnage joyeux, je le répète, il n'a rien d'un militant politique, ce n'est pas un prophète de malheur, c'est quelqu'un qui s'amuse avec les mots, il devrait suffire de lire sa dernière biographie, sa biographie, Joseph Anton, c'est le surnom qu'il avait, oui, en pseudo, qu'il avait quand il était en cavale pendant 6 mois, là, juste après la publication des Versets sataniques, et je crois qu'il avait déménagé à l'époque 56 fois, quoi. Il a vécu tout ça, et je serais presque une certaine, ça lui a pas fait perdre son sourire. Il en rit presque encore. Ironie de l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu, mais les Versets sataniques sont en explosion de vente et en rupture de stock dans les librairies. C'est évident, comme Charlie Hebdo au moment où il y a eu les attentats de Charlie, et c'est bien normal, et ça c'est quelque chose de rassurant. Et puis qu'on n'oublie jamais une chose, et ça va falloir que les religieux se mettent ça dans la tête, la religion n'est qu'une idée. C'est une idée comme la République, comme la monarchie, tout ça c'est une idée, c'est une création des hommes, une manière finalement de concevoir un rapport, soit au temporel, soit au spirituel. Et bien comme toute idée, elle est critiquable. Si la République est critiquable, la religion est critiquable. Il va vraiment falloir qu'on retourne au XXIe siècle, c'est-à-dire normalement un siècle éclairé. J'ai l'impression qu'on retourne dans les abîmes, effectivement, on l'avait dit, que ce siècle serait certainement religieux. Et bien il est temps que maintenant il redevienne éclairé et pourquoi pas républicain et démocrate. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Allez, réveillons-nous, dit François-Olivier Gisbert. Il est bien réveillé. Merci beaucoup, messieurs. François-Olivier Gisbert, merci Johan Gillet. Puis on se retrouve dimanche prochain pour le prochain débat. Avec plaisir. Merci. Allez. Allez.